Très heureux d'être ici, avec un tout petit bémol par rapport à ce qu'a dit Anne, c'est que les projections que vous allez voir aujourd'hui sont des projections sur support numérique pour des raisons très évidentes et très compliquées à la fois. C'est-à-dire que tous les films que vous allez voir ont été retrouvés en 35 mm, ont été restaurés en 35 mm, mais malheureusement, pour des raisons techniques, certains de ces films n'existent en version sonore que de manière numérique. Les restaurations de films muets se font sur de la pellicule de cinéma muet. Je sais, ça peut paraître incroyable, mais la manière dont le film est enregistré dans le cinéma muet est différente de la manière dont elle est enregistrée sur la pellicule sonore, etc. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment, si nous avons encore une mémoire du cinéma, c'est grâce au 35 mm. La réalité, c'est que si vous cherchez des images des années 60, d'actualité par exemple, vous vous rendez compte que tant qu'il y a eu les actualités cinématographiques, Gaumont, Pathé, Éclair, la qualité était formidable et tout ça, et les images évidemment sont parvenues jusqu'à nous, et puis tout d'un coup, la télé arrive. Alors évidemment, la télé va poser un gros problème parce que les actualités vont arriver plus vite sur l'écran de télévision et du coup, les actualités au cinéma vont perdre de leur intérêt et vont s'éteindre au début des années 70. Mais la télévision, c'est du 625 lignes, c'est une image en sécam, c'est très moche. Et aujourd'hui, quand on essaye de montrer des images de Roosevelt signant Yalta avec les grandes Churchill, etc., c'est formidable. Par contre, si vous voulez voir Jean-Claude Killy gagnant, je crois que c'est à Grenoble, l'image est absolument affreuse parce que la télé est arrivée. Et le 16 mm est très rapidement la vidéo. Au point même que pour les programmes que les gens voulaient conserver du temps des années 50, 60, 70, on tournait en vidéo. On ne pouvait pas enregistrer, il n'y avait pas de magnétoscope dans les années 50. Alors, à l'ORTF, il y avait une petite télé, puis il y avait une caméra devant qui filmait la télé. Ça s'appelait un kinéscope. Et les images numériques de télévision ont été conservées, et elles sont à l'INA, sur support film, en 16 mm. C'est vous dire que le support film est quand même mon dada absolu. Le négatif original de l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, Louis Lumière, 1896, comme vous ne le saviez peut-être pas, est un film dont le négatif original survit. C'est-à-dire, quand vous voyez les lumières, vous pouvez les voir de manière incroyable. Et bon, c'est comme ça. Et puis, il y a malheureusement des films 35 mm qui disparaissent. Parce que avec le temps, les producteurs disparaissent, il y a des guerres, il y a des modes. Je veux dire, un film avec un acteur célèbre dans les années 10 n'aura plus aucun intérêt dans les années 40. Quand le cinéma en couleur arrive, on va détruire les films en noir et blanc, etc. Donc le 35 mm est, d'un point de vue théorique, le support absolu de conservation, mais d'un point de vue pratique, avant l'invention des cinémathèques, au milieu des années 30, eh bien, personne ne conservait les films, et du coup, il y a un nombre absolument incalculable de films qui ont disparu. On estime que 50% je vais me promener pour la caméra, on estime que 50% des gens 50% pardon, des films qui ont été tournés n'existent plus aujourd'hui dans le monde. Évidemment, pour les grandes sociétés, comme les films, je parlais des Frères Lumière, la quasi-totalité existe, puisque les négatifs ont été mis sous le toit de la préfecture de Lyon, et c'est là où on les a retrouvés. Voilà, il n'y a pas eu d'intermédiaire, quoi. Louis Lumière les a mis là, et on les a retrouvés là. Donc pour cela, il n'y avait pas de problème. Mais pour toutes les autres sociétés, qui n'avaient plus de paternité, qui n'avaient plus de producteurs, pour lesquels les frais de stockage coûtaient cher, eh bien on a détruit, au point même que même Gaumont, au début des années 30, n'a conservé pratiquement que ses films sonores, et tous les films muets ont été soit vendus au poids à la Cinémathèque française, où ils ont dû se dire « Oh, ce Langlois, quel imbécile de nous racheter ces trucs-là, alors que ça vaut plus rien. » Et oui, mais c'est comme ça. Alors que maintenant, on sait que c'est grâce au 35 mm que ces images existent encore. Mais le 35 mm a un petit problème, ou du moins la pellicule 35 mm qui existait au début du cinéma, elle a trois problèmes. Je vais vous en montrer un petit morceau. C'est assez drôle. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette particularité de la pellicule. Vous voyez, elle fait 35 mm de large. C'est du vrai 35 mm. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont vous montrer du 35 mm. Voilà. Ouais, vous connaissez ?
Je vous fais le coup à chaque fois. Venez ici. Venez ici, vous allez m'aider. Ah bah non, mais maintenant c'est trop tard. Allez hop. Mais non, j'ai besoin, vous savez, puisque je fais le coup à chaque fois, j'ai besoin d'un coup de main. Donc ça, c'est le 35 mm. C'est la pellicule qui est utilisée jusque dans les années 50. Elle a 3 inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il rétrécit. Le deuxième inconvénient... ouais, je fais le coup à chaque fois. Il rétrécit avec le temps. Voilà. Le deuxième inconvénient, c'est que c'est quoi? C'est qu'il se décompose. Voilà, et vous pouvez conserver du 35 mm pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, puis tout d'un coup, pouf, il va se transformer en une sorte de colle, et donc, faut le recopier, c'est indispensable. Et puis le film ancien, le nitrate, c'est comme ça que ça s'appelle, brûle. Voilà une pellicule moderne, du vrai 35 mm encore. Sauf que celui-là, c'est du 35 mm moderne qui, a priori, ne brûlera pas. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est mon dada. Et puis après, comme ça sera plus tranquille. Bon. Alors, voici comment un petit morceau de film 35 mm, nouveau, ne brûle pas. Regardez bien, hein, faut tendre les bras. C'est tout, pas plus? Même pas peur? Ouais. Ouais, il y en a qui brûlent un peu quand même, qui font des petits efforts. Bon, enfin d'accord, voilà, vous avez compris, voilà, ça brûle pas. Enfin, ça brûle peu. Ouais. Bon alors, on va voir si vous voyez la différence. La combustion du film ancien n'est interrompue ni par l'eau ni par la neige carbonique des extincteurs. Elle se fait à partir de 50 degrés. Donc si vous, par hasard, vous laissez une bobine de film ancien sur la lunette arrière d'une voiture au mois d'août, tranquille, vous pouvez déjà commander votre prochaine bagnole. Et ça va très très vite. Là c'est 20 cm, mais je vous laisse imaginer ce que donne une bobine de 300 mètres de film nitrate. Attention les yeux, on se concentre. Ah si. Évidemment, je me suis brûlé une fois. C'est con. Attention, hop, c'est parti. Et voilà. Merci. Voilà, mais c'était très bien. Donc ça brûle. Voilà. Malgré ça, de très nombreux films ont survécu. Et comme ils le disent dans les cinémathèques, aux archives du film, enfin partout dans le monde, il y a peut-être encore chez des particuliers, dans des cabines de projection abandonnées, dans des granges qu'on retrouve par hasard sur des marchés aux puces, des brocanteurs, on peut peut-être retrouver des bobines qui sont ces films perdus de Buster Keaton. Il y en a un, Charlie Chaplin, il y en a un, Her Friend the Bandit, il y a un film des Marx Brothers qui est perdu. Il y a évidemment Murnau, Les Quatre Diables, c'est le grand film muet perdu. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... Enfin, il y en a évidemment énormément, sans compter toutes les œuvres plus ou moins mineures. Donc, l'idée de retrouver des films perdus, qui sont aujourd'hui totalement invisibles, est quand même un truc incroyable. Ça devient presque une chasse au trésor. D'ailleurs, avant de commencer cette présentation de comment on retrouve des films grâce aux 35 mm, je voudrais vous raconter une histoire qui est presque une histoire de films perdus. Parce qu'on dit, voilà, vous retrouvez des films perdus et qu'on n'aurait jamais pu voir. Mais il y a un film que tout le monde a vu, mais qui n'existe pas. Ah, ça, c'est plus fort, ça. Voilà. Ça, j'avais jamais fait. Vous connaissez peut-être cette séquence de Khrouchtchev qui, en 1960, à la tribune de l'ONU, prend sa chaussure et tape sur le... Voilà. Vous l'avez tous vu. Ouais, vous l'avez tous vu. Eh bien, ça n'existe pas. Alors vous êtes là, enfin, mais il se fout de ma gueule. Bien sûr que si, ça existe. Eh ben non. Ça a été photographié, certes, d'ailleurs ça fait la une de Time Magazine, mais les caméramens de l'ONU étaient en grève ce jour-là. Personne n'avait d'iPhone à l'époque, évidemment, on est en 1960. Et du coup, évidemment, on ne rentre pas avec une caméra à l'ONU comme ça. Donc, je vous certifie que malgré votre souvenir, qui est presque une hallucination collective, le film de Khrouchtchev tapant sur son truc, comme ça, en image animée, n'existe pas. Voilà.
Bon, c'est amusant. Hein. Alors, je vais vous parler donc d'histoire de découverte. Et je vous propose de commencer par l'une des plus étonnantes. Et je vous raconte comment ça s'est passé. Il y a un film perdu de Laurel et Hardy qui s'appelle Hats Off, qui date de 1927, qui était un film soi-disant absolument hilarant. Et le film a été apparemment assez vite perdu, puisqu'en 1933, ils ont décidé d'en faire une version sonore, 27 était une version muette, qui s'est appelée The Music Box, qui n'a ni plus ni moins que eu le premier Oscar du meilleur court-métrage à Hollywood. Donc c'est vous dire si le film muet devait être encore plus incroyable. Et donc, chercher les films de Laurel et Hardy, ça a toujours été très amusant, très curieux, et on trouve des fois des choses étonnantes. Il y a quelques années, nous avions trouvé La bataille de Tarte à la crème, qui était ce film-là aussi que tout le monde avait vu, mais dont on avait vu qu'un petit fragment, tout le reste du film avait totalement disparu, et il a été retrouvé aux États-Unis dans une collection particulière. Là, je voudrais vous montrer donc un tout petit fragment. C'est un film qui date de 1930. Alors, je vous donne le contexte. Est-ce que vous savez pourquoi Laurel et Hardy parlent avec un accent anglais? Parce qu'ils doublaient eux-mêmes. On n'en est pas loin. En fait, le problème de Laurel et Hardy, et c'est pratiquement les seuls dans ce cas, ce sont les seuls qui ont réussi à faire le passage du muet au sonore. Et le doublage a été inventé en 1933, 1934, il y a un petit voilà. Et le cinéma sonore, évidemment, date de 1927 aux États-Unis, 29 en France. Donc en 1930, le secret pour avoir un succès international, c'était de proposer des films en français en France, en italien en Italie, en Allemagne en allemand. Mais évidemment, comme le doublage n'existait pas, il n'y avait qu'un seul moyen de faire ça. C'était de faire ce qu'on appelait des versions multilingues. C'est-à-dire qu'on avait un scénario, on mettait le décor, on mettait la caméra. Si c'était un film américain, le réalisateur américain réglait les acteurs, et puis on tournait avec les acteurs américains. Et puis après, on disait aux acteurs américains, vous partez. Puis on a un set d'acteurs français qui viennent, qui font exactement la même chose, mais en français. Et puis après, d'autres qui viennent en allemand, et puis en italien, etc. Donc c'était la chaîne. Les grands spécialistes de ça, il y a eu les Américains. À Babelsberg, on tournait beaucoup de films en allemand et en français. Pour ça, puis même des fois en suédois, en norvégien, etc. Ça, c'était très facile à faire. Sauf que Laurel et Hardy, eux, on les connaissait physiquement puisqu'ils avaient été des acteurs de cinéma muet. Donc les gens voulaient voir Laurel et Hardy. Et Laurel et Hardy, ils ne parlaient qu'anglais. Alors ce qu'on a fait à l'époque, c'est que Roach, le producteur, a décidé de tourner en anglais d'abord, et puis ensuite de faire venir les acteurs secondaires, ceux qui jouaient les épouses, les machins, les trucs. Il les changeait, il prenait des acteurs italiens, et puis il disait à Laurel et Hardy, tu vois au-dessus de la caméra, là, juste au-dessus, phonétiquement, il y a marqué ce que vous devez dire. Et du coup, il parlait phonétiquement. Puis après, on faisait venir les acteurs allemands, ils faisaient le phonétique en allemand, et puis après, le phonétique en français. Oh ma chérie, comment ça va bien? Voilà. Donc ces versions dites phonétiques sont lamentables au niveau du jeu puisqu'ils se débrouillent comme ils peuvent, mais en tout cas, ils parlent avec un énorme accent anglais. Au moment où on invente le doublage, c'est trop tard. Laurel et Hardy parlent avec un accent anglais et du coup, on a demandé à des acteurs français de prendre l'accent anglais pour être raccord avec ce qu'on connaissait de Laurel et Hardy. 1930 donc, la grande nouvelle arrive, Laurel et Hardy vont parler en français, en anglais, en espagnol, en italien, et ça va être absolument formidable. Et pour ça, il va falloir l'annoncer en grande pompe, et il est choisi de l'annoncer à Paris, dans une salle qu'on ne connaît pas, et de l'annoncer aux responsables commerciaux de tous les pays d'Europe. Donc, tous les gens sont là, ce sont donc des professionnels, et on va leur montrer un film qui ne sera donc projeté qu'une seule fois, et qui leur annonce que Laurel et Hardy vont désormais parler dans toutes les langues. Ce film n'existait plus. Un jour, nous sommes tombés sur une cinquantaine de boîtes comme ça, remplies de tout petits rouleaux, mais vraiment complètement ridicules. On s'est dit, on en a regardé une vingtaine, on s'est dit c'est du vrac. Et les archives du film du Centre national du cinéma nous ont dit, écoute, envoie-les nous, on fera un inventaire, ça va nous prendre 6 mois, mais on ne sait jamais ce qu'on peut trouver là-dedans. Et bien là-dedans, ils ont trouvé
le film de Laurel et Hardy, 1930, Convention de Paris. Ça dure 2 minutes. Imaginez que vous êtes des commerciaux. Vous allez annoncer que les films de Laurel et Hardy, sonores et dans la langue de votre pays, arrivent sur l'écran. C'est le film numéro 2 et on y va tout de suite, Quentin. Dear friends of the Metro Goldwyn Mayer Convention in Paris, you don't know how thrilled I am to have the pleasure of addressing you so many miles across the briny deep and fathoms. We would like to take this opportunity to tell you just what we are going to do in the past year. I mean, what we have done in the coming year. Can't you see that I'm talking to Paris over the microphone? Now keep quiet. But shut up. Pardon me, friends. Mr. Laurel just rudely interrupted me. As I was going to say, I hope you enjoyed our latest picture, which we have made in 4 languages: French, Spanish, German, and English. Oh, you're always picking up. Well, friends, I won't take any more of your valuable time. We wish to bid you a fond goodbye. And as you would say it in French, now what were you trying to say? I wanted to tell you the microphone wasn't connected up. C'est amusant, non? Alors comme ça, en cherchant des films 35 mm à droite à gauche, on découvre des moments incroyables de vie au cinéma. Et souvent, c'est des surprises. Une fois, il y a un film qui n'était pas une surprise. Je devais avoir peut-être, je sais pas, 13-14 ans. Et Jacques Martin était une des grandes vedettes de télévision. Et c'était quelqu'un de très érudit. Et évidemment, il était très copain avec Tchernia, Jean-Claude Romer, enfin tous les gens qui faisaient le Monsieur Cinéma, etc. Et un jour, il a dit, on a trouvé un truc incroyable, une publicité, vous n'allez pas le croire. Et il passe la publicité, une publicité probablement du cinéma muet, qui durait 1 minute. Et moi, j'étais un petit gamin, je regardais ce truc-là, et je suis resté mais fasciné par cette publicité, tellement elle était dans une autre planète. C'est-à-dire qu'on connaît le marketing, on connaît la pub, les machins, les trucs. C'est une publicité pour les pâtes, pour les nouilles. Ça s'appelle les pâtes Paul. Et j'étais vraiment sur le derrière. Et puis voilà, puis ça reste dans l'esprit, dans le cerveau. À peu près 30 ans plus tard, il y a un monsieur qui vient et qui me dit, écoutez, j'ai quelques boîtes, machin, truc. Et il savait ce que c'était un collectionneur. Et il m'amène, et il y a un truc où il y a marqué les pâtes Paul. J'ai les pâtes Paul, mais c'est pas un truc que j'ai vu à la télé. Si, je l'ai prêté à Jacques Martin il y a 25 ans. Et il avait dit c'était génial. Ah bah oui, c'était gravement génial. Parce que moi-même, je m'en souviens comme probablement l'un des trucs les plus étonnants que j'ai vu de mon existence. Et du coup, c'est parce que j'avais vu ce film de Jacques Martin que j'ai sauté sur les pâtes Paul, qu'on l'a restauré et que on va regarder les pâtes Paul tout de suite. C'est pas très long. Hein. Ça dure, c'est le film numéro 3, ça dure 1 minute. Et alors, si vous êtes étudiant en marketing ou responsable chef de produit, faites pas ça. Hein.
Euh, donc, voyage au pays des découvertes incroyables du cinéma. Euh, l'une des légendes en matière de cinéma, c'est comment on a pu faire les premiers films, par exemple les premiers films en couleur, ou les premiers films en noir et blanc, euh, ou les premiers films sonores. Est-ce que vous savez de quand date le premier film sonore? 27, le chanteur de jazz. Et de quand date le premier film en couleur? 31? Quoi, Gone with the Wind, 39? Oh non, avant quand même. Bon. Alors, en fait, si vous voulez, ce que vous allez voir maintenant, c'est en réalité le premier film sonore couleur de l'histoire du cinéma. Et il date de 1900. Donc, vous voyez, c'est très étonnant quand même. En 1900, le cinéma n'existe donc que depuis 4 ans. Je vous rappelle que le cinéma la première projection publique a eu lieu le 28 décembre 1895. Donc on peut considérer que 1895 était quand même globalement un peu terminé. Et donc 96, 97, 98, le cinéma apprend à marcher, les gens apprennent à utiliser le matériel, le public s'intéresse un peu à ça. C'est vrai qu'il y a eu une grosse catastrophe qui s'appelait l'incendie du bazar de la Charité en 1897, qui fait où il y avait eu 180 morts, il y a eu la sœur de Sissi était morte là. Enfin, c'était un truc absolument terrible. Et du coup, le cinéma était encore presque une curiosité. Mais il y avait plein d'ingénieurs qui cherchaient à faire du cinéma en couleur ou du cinéma sonore. Il se trouve que un monsieur qui s'appelait Clément Maurice a eu l'idée, à l'occasion de l'exposition universelle, de faire ce qu'on appelait le phono-cinéma-théâtre. L'idée était très simple. On prend un film muet et on le joue en même temps qu'un cylindre qui lira le son. Alors évidemment, il ne faut pas du tout l'imaginer comme le cinéma qu'on a aujourd'hui. D'abord parce que son idée s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de synchronisme. On va essayer de faire un peu de synchronisme, mais ça ne va pas vraiment marcher. Et puis surtout, il n'y a pas d'amplification. Aujourd'hui, on entend le son qui vient de l'écran. S'il y a un lecteur de cylindre derrière, parce que le type qui fait la projection à la manivelle doit en même temps faire le truc, c'est très compliqué. Le son vient de derrière. Et puis il y a le samedi soir. Enfin, probablement, le phono-cinéma-théâtre a été la première expérience, la première tentative de cinéma sonore. Et aujourd'hui, il peut bien en rester quelque chose. Alors, on a retrouvé effectivement les films de Clément Maurice. Ils ont été retrouvés et stockés chez Gaumont. D'ailleurs, ils ont été en grande partie restaurés chez Gaumont. Et le film que vous allez voir a un petit problème sur la fin, puisqu'il manquait un tout petit peu. Et nous avons retrouvé un film en noir et blanc qui racontait l'histoire de ces films sonores des premiers temps, où il y a les 3 secondes, ou même pas, je crois, 2 secondes d'image. Donc, si à un moment vous voyez la couleur qui disparaît, c'est parce qu'on est passé sur l'autre film. Nous sommes donc en 1900. Il y a 3 ans, Edmond Rostand a créé Cyrano de Bergerac et Coquelin, aîné, a tenu le rôle jusqu'à maintenant. Et du coup, les gens du Phono-Cinéma-Théâtre se disent, si on peut avoir Coquelin aîné qui nous enregistre Cyrano de Bergerac, alors là, c'est topissime. Ce ne sera pas en entier, évidemment, ce sera une toute petite séquence. Les cylindres et les magasins de films durent quoi, 2 minutes? Mais bon, tout de même. Et c'est ce qui va se passer. Alors pour le faire, comme la caméra fait beaucoup de bruit, et que le bruit serait enregistré par le cylindre, on enregistre d'abord le son, et puis après, on demande aux acteurs de faire un playback sur ce qu'ils ont enregistré un tout petit peu plus tôt. Et c'est ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, enfin plutôt il y a 15 ans, ne survivait que l'image. L'image qui fait partie des quelques films coloriés du Phono-Cinéma-Théâtre. C'est-à-dire qu'il a été colorié au pinceau directement sur la pellicule. C'est un truc absolument incroyable. Le son, par contre, ne survivait que sur un cylindre qui avait été conservé aux Arts et Métiers. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont eu envie, depuis 1900, d'écouter ce cylindre. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on écoute un cylindre, on l'abîme. Et du coup, on n'entendait mais pratiquement plus rien.
Enfin, en tout cas, sur le cylindre tel qu'il est aujourd'hui. Sauf qu'en 1950, il y a eu une édition d'un disque plat 33 tours pour les audiophiles, qui sont les quelques grands enregistrements du passé. Et probablement, sur ce disque, ils ont enregistré, pas le début, pas les 20 premières secondes, mais tout le reste. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est une reconstitution avec une resynchronisation, avec l'amplification qui va bien, du film en couleur tel qu'il a été retrouvé, le nitrate du Phono-Cinéma-Théâtre, moins les 2 secondes qui passent en noir et blanc, qui sont issues d'une réédition ultérieure, plus le son qui provient pour le début du cylindre des Arts et Métiers, et pour la fin de l'édition pour les audiophiles, qui était une reproduction de ce même cylindre des Arts et Métiers, avant qu'il ne soit complètement usé comme il l'est aujourd'hui. Vous avez compris ? 1900, Coquelin est né, qui joue Cyrano de Bergerac, et vous allez voir, Depardieu n'a qu'à bien se tenir. Fragment de Cyrano de Bergerac par M. Coquelin. Balade Sud-Ouest. Dans l'hôtel Bourguignon, M. de Bergerac discute avec un V. Qu'est-ce que c'est ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah, un amusant! Rendez-vous! Attendez. Je choisis l'air. Ah, ouais. Je jette avec grâce mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Vous auriez bien dû rester neutre. Pouvais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maheur, au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ma pointe voltige, une mouche, décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je... Il me manque une rime en œuvre. Vous rompez du blanc camisson, c'est pour me fournir le mot bleu. Tac, que par la pointe d'on, vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche, tiens bien ta branche, la ridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi, prince, demande à Dieu pardon. Je parte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte et la don. À la fin de l'envoi, je touche. C'est incroyable, non ? C'est juste un document absolument inimaginable. Je vérifie l'heure. On a le temps de passer encore plein de trucs. Méliès. Ah, Méliès. Alors Méliès est devenu Méliès, ça va être le film numéro 6 plus 9, Quentin. Comme vous le savez peut-être, Méliès est devenu l'icône du cinéma perdu et l'un des emblèmes absolus des cinémathèques. D'abord parce que c'était quelqu'un d'un immense talent et ça a été un pionnier dans le cinéma dit de féerie, un cinéma magique, un cinéma narratif. Disons qu'il a été l'ancêtre de Fellini, alors que les Lumières ont été les ancêtres de Rossellini. C'est ce que tout le monde dit. Finalement, c'est pas si faux. Voilà, le cinéma de fantaisie, le cinéma de l'innocence, des trucages, de la couleur, beaucoup de films de Méliès étaient coloriés. Sauf que voilà, Méliès avait un problème, c'est qu'il faisait toujours les mêmes films, il était fasciné par toujours les mêmes choses, il n'est jamais sorti de son studio. L'idée, c'était toujours des explosions, des diablotins, des machins, des trucs. Eh oui, mais c'est toujours pareil, il faut se renouveler un petit peu. Si on ne se renouvelle pas, les gens se désintéressent. Et comme à côté, il y avait Pathé, il y avait Gaumont, il y avait les Américains, enfin, il y avait tout le monde, la réalité, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années de production toujours identique, Méliès avait lassé. Et au point qu'en 1910, il fait faillite. Il continue, il tourne un tout petit peu en 1911. Et puis en 1912, il va voir Charles Pathé et il lui dit, écoutez, je manque de moyens, mais si vous m'aidez à financer 4 films cette année, je vous promets un succès du tonnerre.
Malheureusement, le succès ne sera pas au rendez-vous, et c'est rien de le dire, ce sera même 4 désastres. Je crois qu'il y a Cendrillon, il y a La Conquête du Pôle, enfin, il y en a 2 autres. Les Voyages de Monsieur Bourrichon. Et finalement, Méliès va cesser définitivement de tourner en 1912, sauf qu'il avait promis à Charles Pathé de le garantir en cas d'échec, et du coup, à la fin de l'année 1913, Charles Pathé vient voir Monsieur Méliès et lui dit « Monsieur, vous m'aviez donné votre maison en garantie, maison où il y a votre studio et vos décors. Je suis désolé, mais il faut que je saisisse. » La guerre arrive. Avant que la saisine ait lieu, Charles Pathé, évidemment, n'a pas aucune intention de jeter Méliès hors de chez lui dans ces conditions. Et Méliès va rester dans sa maison, qui sera transformée en théâtre, en hôpital, en machin, en beaucoup de choses, jusqu'en 1923. Et puis en 1923, la maison est saisie et Méliès est envoyé à la maison de retraite des vieux artistes. D'abord, il passe ailleurs à Paris, puis il va mourir à Orly en 1938. Mais avant de partir, Méliès dit, ben voilà, d'ailleurs cette scène est reproduite dans Hugo Cabret de Scorsese, bien le monde n'a pas voulu de moi, il n'aura pas mes films. Et du coup, il creuse un trou dans son jardin, il met dedans les 520 négatifs et toutes les copies qu'il a à disposition, il met tous ses décors dessus et il allume une allumette. En 1929, tous ces films ayant évidemment disparu, en 1929, il y a un gala Méliès qui rend hommage au grand homme qui a été retrouvé à la gare Montparnasse où il vendait des jouets. Et pour ce gala, on présente tous les films de Méliès qui survivent. Il y en a 7. C'est vous dire à quel point Méliès est la personne dont les films ont été le plus en danger et qui, aujourd'hui encore, est le symbole de ces films perdus qu'on retrouve à droite à gauche. Sa petite fille, Madeleine Maltête-Méliès, disparue il y a un an, a longtemps cherché des films de Georges Méliès, et les cinémathèques du monde entier adoraient trouver des films de Georges Méliès, parce qu'évidemment, quand on les trouvait, on pouvait les montrer, et les gens trouvaient toujours ça absolument extraordinaire. Et donc, je voudrais vous raconter l'histoire d'une découverte étonnante de films de Georges Méliès. C'était en 98 ou 99. À l'époque, je tournais des émissions pour France 5 et il y a eu il y a quelqu'un qui a trouvé à peu près 250 bobines dans une grande panière, apparemment, qui était dans un magasin d'antiquités. Et des bobines très anciennes. Alors il s'arrête et il dit combien vous en voulez, et le type dit je sais pas, j'en veux 500 francs, 75 €. Et le type dit c'est beaucoup trop cher. Et il rentre et il les achète pas. Puis il en parle à un de ses copains également collectionneur, et le copain lui dit écoute, j'ai une idée. Moi je vais mettre 400 francs. Toi, tu mets 100 francs, et puis tu garderas 20% des films, et puis moi, j'en garderai les 80% restants. Et ils font ça. Donc, ils achètent les 250 films, puis ils se rendent compte qu'il y en a certains qui sont collants, qui commencent à se décomposer. Donc, tout ce qui est collant et qui commence à se décomposer, ils le séparent, ils le mettent dans un champ, et ils le brûlent. Donc, il y a 150 films qui disparaissent. Restent 98 films. Ces 98 films, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, ils appellent un laboratoire qui s'appelle Éclair, et ils disent, voilà, on a trouvé une centaine de films qui doivent dater d'il y a très longtemps. Il y en a un, il y a marqué Méliès, Paris-New York. Et est-ce que vous sauriez les restaurer et tout? Parce que nous, on ne sait pas. Et Claire a dit non, vous savez, nous, on tire 1000 copies du dernier James Bond en 3 jours, mais des films de 20 mètres de Méliès, c'est très compliqué. C'est des, voilà. Si vous voulez, appelez Lobster, appelez Serge Brombert, il va savoir quoi faire. Ah ouais, on a su quoi faire. C'est-à-dire qu'on a reçu le coup de fil, c'était en Charente. Donc on a reçu le coup de fil un jour, il était 19h, on a dit, écoutez, qu'à cela ne tienne, on passe demain matin. Moi, je tournais, j'étais coincé sur le plateau, et donc mon camarade Éric Lange, avec qui on fait toutes ces recherches et toutes ces restaurations, Éric dit t'inquiète pas, j'y vais, tu rigoles, s'il y a un Méliès Paris-New York, c'est 1903, 1904, 1905. Donc j'y vais direct. Et donc il y va. Et
je m'attendais, bon, je calcule 4 heures, le temps de dépouiller le monsieur, voilà, ça va prendre tant de temps. Et puis bon, à 14 heures, il devait m'appeler. Pas de coup de fil. 15 heures, pas de coup de fil. Sur le plateau, il y a toute l'équipe qui est là, qui dit « Mais Serge, mais tu joues comme un pied, quoi. Je veux dire, fais quelque chose, tourne, mets-y un peu du cœur. » Je dis « Ben non, mon esprit est en Charente, tu ne m'en veuillez pas, voilà. » Et il m'appelle, Eric m'appelle à 21 heures. On était très en retard, on devait terminer à 6 heures, mais à 21 heures, c'était pas dans la boîte. Et Serge, c'est Eric. Oh merde, je prends le téléphone et il me dit « Écoute Serge, tu vas pas le croire. Je suis allé voir le premier, celui qui avait pris les 80%. Il avait 80 trucs. J'ai regardé, j'ai vu, c'est incroyable. C'est tous des films entre 1896 et 1902. Il y en a 80. Il y a du Méliès, alors en veux-tu, en voilà. Alors, je lui ai demandé de me présenter son petit camarade. Je suis allé voir le petit camarade. J'ai pris les 20 films qui restaient. Donc, ça y est, les 100 films sont sécurisés. Ils sont là. Mais j'ai commencé à en regarder un. Puis j'ai dit, j'appelle Serge. Oh non, je regarde un deuxième. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai regardé les 100, quoi. Et ben, écoute, c'est très simple. Si on annonce la découverte d'un film perdu de Georges Méliès tous les ans, toi et moi, on sera grand-père avant d'annoncer le dernier. Mon Dieu. Je vous propose de regarder 2 films issus de cette collection. Ce sont Les Infortunes d'un explorateur et L'équilibre impossible. L'équilibre impossible, c'est 1897. Je crois que l'explorateur, c'est 99, avec une petite particularité sur Les Infortunes d'un explorateur. Voilà, des petites pellicules 35 mm, comme on les aime. Allons-y. Ce film a été fabriqué avec une caméra en bois, avec aucune possibilité d'effet spécial, sans numérique évidemment. C'est-à-dire que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était revenir en arrière et retourner sur la même pellicule. Une erreur sur l'une des prises, et il y en avait à l'évidence 4, et c'était tout le film qui partait à la poubelle. Donc je vous laisse imaginer la complexité du tournage de ces films-là. Voilà. Depuis, évidemment, de très nombreux films de Georges Méliès ont été retrouvés. C'est très heureux. Nous en sommes aujourd'hui à 215 ou 216, sachant qu'il y en a qui comptent les films incomplets, les films... Voilà. Et on vient de retrouver un film dont on ne connaît pas le titre aux États-Unis. C'est très drôle parce qu'à la librairie du Congrès, ils ont le début du film, il y a un gros manque, et il se trouve que dans la collection Lobster, on a des papiers qui ont appartenu à Georges Méliès, et dans ces papiers, collés dedans, il y a un morceau de film avec une vingtaine d'images, et c'est la fin du même film. C'est un truc absolument incroyable. On restaurera ça et on le montrera un de ces jours. Vient le moment alors c'est vraiment du pur plaisir. Franchement, ça dure 6 minutes. C'est le film numéro 7. Vous connaissez tous Buster Keaton.
évidemment. Et Buster Keaton a eu une fin de carrière un petit peu difficile. En fait, il était produit par un monsieur qui s'appelait Joe Skank, qui était son beau-frère. C'était le mari de la sœur de sa femme. Et qui était Nathalie Talmadge. Donc tout allait bien, Keaton tourne, Skank produit, ils gagnent tous plein d'argent et tout va bien. Et puis un jour, ça va plus du tout entre Nathalie Talmadge et Buster Keaton. Ils divorcent et dans le divorce, Buster Keaton perd sa maison, perd sa carrière puisque Joe Skank évidemment va l'abandonner. Il va être obligé de signer avec la Metro-Goldwyn-Mayer et ça va être la fin de sa liberté. Et la réalité, c'est que ça va être non pas la fin de son génie, mais la fin de l'expression de son génie tel qu'on l'a connu. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a une découverte absolument incroyable qui date de la fin des années 50. Il y a un acteur qui s'appelle James Mason. Vous connaissez James Mason, le Holland Flying Dutch, Pandora et plein de trucs. Et James Mason rachète, sans le savoir, la maison qui avait appartenu à Nathalie Talmadge et Buster Keaton. Et bon, tout va bien, il rachète la maison. Et puis un jour, il se rend compte que les rosiers grimpant autour de la maison sont tous malades. Alors il dit, écoutez, dézinguez les rosiers et remplacez-les par des rosiers neufs. Et en coupant les rosiers, il dévoile une porte qui donnait sous l'escalier. Ah, qu'est-ce que c'est? Il ouvre la porte et en fait, c'était une buanderie. C'est un endroit où il pouvait faire un petit peu de lessive. Il y avait un point d'eau. Et surtout, dans un coin, il y avait une pile haute comme ça de bobines qui avait été abandonnée par Buster Keaton, mais il ne le savait pas, et qui étaient pour la plupart des films perdus. Il y avait Les Trois Âges, le premier long métrage de Buster Keaton. Il y avait Malek Forgeron, The Blacksmith, 1921. Il y en avait plein d'autres. Et c'est l'une des histoires les plus romanesques, parce que, évidemment, ces films ont malheureusement beaucoup été totalement décomposés. Certains l'étaient partiellement, mais c'était une découverte absolument éblouissante. Et c'est ce qui a permis à Raymond Rohauer, au début des années 60, de remontrer les films de Buster Keaton, du vivant de Buster Keaton, et de permettre à Keaton de faire le tour du monde et de retrouver les dernières années de sa vie la notoriété qu'il n'aurait jamais dû perdre. Il se trouve qu'entre-temps, Keaton ne faisait que tourner des petits rôles, des petites choses pour survivre. Et son nom disait encore quelque chose. Alors un jour, il est allé faire une télévision en 58 pour la caméra invisible, version américaine. Ça s'appelait Candid Camera. Et le film, à l'époque, c'est l'un de ces kinéscopes. Ça a été fait en direct, en vidéo, mais ça a été filmé sur de la pellicule film, 35 mm. C'est pour ça, c'est grâce à ça que le film a pu être conservé. Je vous ai amené le sujet avec Buster Keaton de Candid Camera qui date, je crois, de 59 ou de 60. Vous allez voir un génie à l'œuvre. Keaton avait fait toute sa vie dans la pantomime. C'était l'égal de Charlie Chaplin. Certains diront même que les deux ne se comparent pas. Mais vous allez voir. C'est pas juste quelqu'un devant une caméra, c'est un maître absolu et c'est juste une séquence absolument irrésistible. Et du coup, je n'ai pas résisté à vous la montrer. Voici donc Keaton, Candid Camera, 1959 ou 60. Now, here's your host, Arthur Godfrey. As Frank told you, this is the night you've been waiting for. This is Candid Camera Request Night. Tonight you see for the second time the sequences you have asked to see again. And you know, it's a funny thing about these Candid Camera scenes. When you see them the second time, the good ones, you see some of the things you missed the time before, and you'll find you enjoy them even more. For example, some of the subtle things. In our first piece tonight, you know the star Buster Keaton, the great pantomimist. The silent movie days. Buster had a routine in pantomime, which he used on the stage and in the movies, and when you saw it, you died laughing. Now, supposing that this man comes into a lunch wagon and sits down alongside of you, you don't know who he is, you don't recognize him, and he goes through that same routine
right there at the counter alongside of you. What are you going to do? Now, you have to watch carefully because he does such things as loosen his wristwatch so it'll fall in the soup. And, you watch him very carefully. His glasses get all fogged up and he does like this. It's the most amazing thing to watch. Here he is now. The girl on his right has no idea what's going on. But this strange character comes in and orders a bowl of soup. Now watch the pepper, the top will come off. His wristwatch went in his soup. She's trying to hold it in. For a moment, she was sorry for him. Wait a minute, she'll be back. She'll be back. She wouldn't miss this for anything. No. Never in her born days. Oh, no. No. I noticed this lady has a husband sitting next to her. You don't see him right now, but he's telling her what's going on because she's too embarrassed to watch. Look out. He's such a master at this. Watch him very carefully. Watch carefully, carefully. Bon, maintenant, the big story. L'enfer. Vous avez peut-être vu ce film déjà. Mais je vous ai peut-être jamais raconté, enfin peut-être vous étiez pas là, comment j'ai retrouvé ces images. C'est un truc assez incroyable. C'était en 2006 et je déjeunais avec Patrick Brion. Vous voyez qui est Patrick Brion?
C'est la petite voix de France 3 et c'était le directeur du cinéma là-bas chez France 3. Maintenant, il fait le cinéma de minuit qui continue l'année prochaine. Scoop. Et bonne nouvelle. Et Patrick me dit, mais pourquoi tu continues à chercher des films muets dont tout le monde se fout, alors que tu pourrais chercher des films qui sont intéressants, qui sont plus récents, avec des vedettes et des trucs, et ce serait formidable. Alors, je dis, mais qu'est-ce que tu as en tête, par exemple? Il dit, bah, je sais pas, tu pourrais chercher l'enfer. Personne l'a vu, il n'y a jamais eu d'image qui a survécu, essaie de chercher ça. Je dis, bah oui, c'est une bonne idée, ça, c'est l'enfer. Mais chercher comme ça un peu partout des films en espérant en retrouver, c'est une chose. Mais chercher une chose en particulier, là, ça devient très compliqué. Par où vous commencez? Alors, je me dis, bah, je vais commencer par l'endroit où il y a beaucoup de bobines. Et l'endroit où il y a le plus de bobines en France, c'est les archives du film du Centre national du cinéma. Donc j'appelle aux archives et je tombe sur le conservateur. Bonjour, c'est Serge. Ah, Serge, oui, qu'est-ce que tu veux encore? Oui, voilà. Alors, j'ai déjeuné avec Brion et voilà, j'ai décidé d'essayer de retrouver les images de l'enfer. Ah oui, Clouzot. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu pourrais me dire si tu as un indice, un truc, une histoire, je sais pas, voilà, je commence, quoi, t'es le premier que j'appelle. Ah oui, bah, oui, l'enfer, ouais. Donc tu as des idées? Ouais. Ah, donc tu peux me donner des pistes? Ouais. Mais tu peux me donner des pistes, tu as une idée d'où pourraient être les films? Ouais. Mais ils sont où? Bah, ils sont là. Et voilà, 15 secondes. C'est comme ça qu'on a retrouvé l'enfer, mesdames et messieurs. Bon, après, l'histoire est un peu plus compliquée quand même. Parce que si les films étaient là, et que les films étaient là au secret, c'est pour une raison très simple. Figurez-vous que Henri-Georges Clouzot, lorsqu'il commence à faire l'enfer, commence très mal. Vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, allez voir le film que nous en avons tiré avec Bérénice Bejo, avec Romy Schneider, Serge Reggiani, etc. Elle commence très mal parce que le scénario, c'est à peu près... Enfin, il y a 3 versions du scénario complètement différentes. Il y a un budget limité qui fait que Clouzot va littéralement perdre le contrôle de son truc, et puis on s'aperçoit qu'en réalité, Clouzot n'a pas très envie de... Bon, mais je ne déflore pas. En tout cas, tout a commencé tellement mal que ça s'est terminé très vite. Et effectivement, le film de Clouzot ne s'est pas terminé. Et au moment où le film s'interrompt, la société d'assurance dit, eh bien, nous sommes propriétaires de tout ce qui a été tourné jusqu'à maintenant, nous allons terminer le film. Mais sans Clouzot, parce que c'est pas possible. Et Clouzot dit, je suis désolé, vous avez certes récupéré tout ce qu'avait le producteur antérieur, la société Orsay Films, mais pas les droits sur le scénario, parce que Orsay Films avait acheté mon scénario pour 28 ans à compter de la première projection publique du film. Et le film n'a jamais été projeté. En gros, le scénario est toujours à moi et vous êtes bien obligé de passer par moi. Et donc voilà. Donc du coup, le film ne s'est pas fait. Il y a eu un procès entre la société d'assurance, la famille Clouzot, Clouzot d'abord et puis ses héritiers ensuite. Et puis tout passe, tout casse, tout se termine. Le laboratoire, 10 ans plus tard, en 1974, dit « Mais qu'est-ce que je peux faire avec ces bobines ?» Et le juge dit « Écoutez, vous les mettez au secret aux archives du film, et tant que la société d'assurance et la famille Clouzot ne sont pas d'accord, ils restent là, et personne n'en parle, et personne n'y touche. » Du coup, très simple, il va me suffire d'aller voir la famille Clouzot, la veuve, Inès Clouzot, et la société d'assurance. Donc je vais voir les assurances. C'était les Assurances Générales de France, AGF, qui maintenant s'appelle Allianz. Et je leur dis, écoutez, voilà, il y a ça, truc, comment on pourrait s'arranger? Et en gros, ils me disent, bah, vous savez, avec un gros chèque, ça devrait pouvoir se régler. Et c'est comme ça que ça s'est réglé. Mais Madame Clouzot, c'était plus compliqué. Parce que Madame Clouzot, que j'appelle, me dit, vous savez, le problème, c'est que dès l'année qui a suivi le tournage, mon mari a reçu des centaines de coups de fil de gens qui voulaient continuer, qui voulaient tenter leur chance. Et puis, ils ont posé la question et machin. Et mon mari,
tous les ans, on recevait 5, 10, 15 coups de fil. Il n'a jamais voulu donner son accord à personne. Il est mort en 77. Qui suis-je, moi, aujourd'hui, qui ne sais pas où sont les films? Et puis, c'était finalement une assez mauvaise histoire. Pour nous, c'est un mauvais souvenir. Je ne veux pas donner mon autorisation, à moins, évidemment, qu'il se passe quelque chose de très, très, très spécial. Mais il faudrait vraiment que ce soit très spécial pour que je donne mon accord. Ah, j'ai dit, madame, ça tombe bien, je suis spécial. Ça ne mangeait pas de pain de raconter ça. Alors oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire spécial? Bah écoutez, je fais des spectacles, venez au Forum des Images, vous allez voir, je fais un spectacle formidable. Donc elle vient au Forum des Images et elle voit le spectacle. Elle était un peu sourde, donc elle le voit surtout. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup entendu, mais elle me rappelle le lendemain. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait et donc elle n'est pas venue me voir après. Elle m'appelle le lendemain, elle me dit écoutez, j'ai trouvé votre spectacle distrayant. Si vous voulez, venez, présentez-moi votre projet. Mais soyons clairs, s'il ne se passe rien de spécial, je ne vous donnerai pas mon autorisation sur le film. Et donc, 2 jours plus tard, je vais la voir. Elle habitait au 10 rue des Chasseurs, dans le 17e arrondissement. Elle avait, vous savez, ces ascenseurs qui montent directement dans l'appartement. C'est le truc qui avait appartenu à Clouzot. C'est là qu'elle vivait depuis la mort de Clouzot. Et d'ailleurs, il y avait encore la pipe de Clouzot dans le... Alors qu'il était mort il y a 40 ans, quoi. 30 ans. Il y avait la pipe de Clouzot dans son cendrier. Et puis, j'arrive, je m'assois. Et puis, alors, chère madame, machin, un truc spécial, on va faire un truc très spécial, machin, un truc, je fais une restauration dans le spécial, et puis on pourrait le réaliser, spécial, on va faire un truc un peu spécial, puis voilà, quoi. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous savez, c'est comme quand on passe un examen à l'oral. Il y a des fois, on est dedans, des fois, on n'est pas dedans. Et là, franchement, tout passait. Tout passait. Tout ce que je lui racontais, je voyais qu'au début, elle était complètement grouchy, comme on dit. Puis à la fin, elle était complètement... Le pied absolu, quoi. Et à la fin de ce goûter, quoi, elle m'avait servi du jus de pamplemousse. Je m'en souviens bien parce que je déteste le jus de pamplemousse. Et je lui dis, et madame, et c'est parce que ce moment est spécial, parce que le projet que je vous propose est spécial, et que tout ça c'est tellement spécial, et que d'ailleurs c'est ma spécialité d'être spécial, que on va faire le film ensemble et vous allez m'autoriser à l'utiliser. Et elle me regarde, elle avait 84 ans, je l'adorais. Enfin, j'ai appris après à l'adorer. Et elle me dit, « Ah, c'est rigolo, hein. Ce que vous me racontez là, finalement, c'est exactement ce que m'ont raconté tous les autres, avec beaucoup d'enthousiasme, certes, et en utilisant le mot spécial dans toutes les phrases. Alors, ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Je vais faire exactement ce que je vous ai promis. Comme ce que vous m'avez dit, c'est ce que les autres m'ont dit aussi, et que donc, il ne s'est rien passé de spécial. Je ne vais pas vous donner les droits du film. Mais, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous raccompagner jusqu'à l'ascenseur. On est un peu loin du 35 mm, mais je suis pour rien, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive donc devant l'ascenseur, un tout petit peu déconfit. Il faut dire que je n'emmenais pas large. Et je dis, mais madame, c'est pas possible. Enfin, c'était quand même... c'est une occasion. On peut pas s'arrêter là. Elle appelle le truc, il met, je sais pas, 30 secondes pour... Il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on déjeune. Il faut que, je sais pas, enfin, voilà quoi. Moi, non, ça peut pas s'arrêter là. Et elle me dit, ah, vous n'abandonnez pas. Hein. Je dis, bah non, je n'abandonne pas, évidemment. Bon, ok, j'ai une idée. Voilà ce que je vais faire. Comme il ne s'est rien passé de spécial, oui, je ne vais pas vous donner les films. Mais, comme vous m'êtes sympathique, je vais vous raccompagner jusqu'au rez-de-chaussée. Donc, moment très désagréable, je monte dans cet ascenseur légèrement vétuste et qui doit mesurer quand même 50 cm² de large. Bonjour madame, voilà. Et on appuie sur le bouton, l'ascenseur commence à descendre, et entre le 2e et le 3e étage, panne d'ascenseur, bloqué dans l'ascenseur pendant 2 heures, dans le noir. La première phrase, « Vous n'êtes pas claustrophobe, j'espère ?»« Non, et vous ?»« Non. » Voilà, donc en gros, on était 2 sardines claustrophobes dans un truc absolument ridiculement petit.
Et quand Roux et Combalusier sont venus nous sortir de là, elle m'a dit, eh bien écoutez monsieur, voilà, il s'est passé quelque chose de spécial, les films sont à vous. C'est donc ainsi que nous avons pu récupérer les rushs de l'enfer, 165 boîtes absolument éblouissantes qui ont donné un film absolument dingue, l'enfer. J'en dirai pas plus parce que c'est évidemment moi qui l'ai produit et réalisé, donc a priori je vais quand même pas, voilà. Mais je vais vous donner un tout petit échantillon des images. Il y a beaucoup d'autres choses, mais l'essentiel, les choses les plus étonnantes sont des images autour de Romy Schneider, qui était donc l'actrice principale du film. Voici Romy Schneider, 26 ans, comme vous ne l'avez probablement jamais vu si vous n'avez pas vu l'enfer. Je regarde l'heure. On peut aller jusqu'à 8h15, je crois. Hein. Ok, alors, je vous propose de regarder maintenant un truc incroyable. On va couper la caméra pendant le film, ce sera mieux. Non, bon, sa présentation, on peut, hein, voilà, mais pas pendant le film. Le film que vous allez voir... souvent, on retrouve des films, j'ai évoqué Khrouchtchev tout à l'heure, il y a d'autres légendes comme ça. Par exemple, il y a celle de Django Reinhardt. Django Reinhardt n'a jamais été filmé avec, où on entend ce qu'il joue. C'est-à-dire qu'il y a une actualité où on le voit de très très loin et ils ont mis une autre musique dessus. C'est pas Django Reinhardt, mais on le voit jouer. Il y a un film qui s'appelle Clair de Lune, où on le voit de très très loin, où les gens disent « Mais si, je te jure, c'est Django Reinhardt. » Bon, d'accord. C'est très très loin. Puis c'est très tôt, c'est 1931. Et puis, il y a un film génial qui doit s'appeler La Caravane du Bonheur. Alors ça, c'est les réalisateurs qui ont un talent fou. C'est une séquence où il y a un mec qui rentre dans un compartiment de train et il se retrouve en face de Django Reinhardt avec sa guitare. Et on voit Django prendre sa guitare et dès qu'il commence à jouer, l'image qui est conservée, c'est le contre-champ, c'est-à-dire c'est l'image sur l'acteur principal et du coup, on entend Django, mais on ne le voit plus. C'est carrément le type qui a un peu raté le sujet de sa séquence. Et puis un jour, en banlieue parisienne, chez un brocanteur, une bobine. On ne sait pas ce que c'est.
On a cherché, ça fait 20 ans qu'on cherche, depuis 1993. Si vous parlez anglais, je crois que c'est sous-titré. Voici Django Reinhardt avec Stéphane Grappelli et le quintet du Hot Club de France. Et c'est juste un des films les plus époustouflants, musicaux, qu'on ait vu jamais. Il a été restauré donc en 93. On a même fait un truc assez rigolo, c'est que comme vous l'avez compris, retrouver un film c'est une chose, en retrouver les ayants droit est quelque chose d'indispensable si on veut pouvoir le montrer. Sauf que voilà, quand vous ne savez pas ce qu'est le film que vous avez retrouvé, comment pouvez-vous en déterminer les ayants droit? Et donc la particularité de cette histoire, c'est que nous avons fait une projection en montrant, en disant voilà, nous allons vous montrer un film perdu de Django Reinhardt. Si vous le connaissez, si vous êtes un spécialiste, venez nous dire ce que c'est. D'autant qu'il joue un air très connu, j'attendrai le jour et la nuit. Voilà, vous allez voir. Et il y a plein de gens qui sont venus. Tous les gens sont sortis de là en disant mais on ne sait pas. Et puis le lendemain, évidemment, on a reçu une lettre d'avocat disant que on avait volé au propriétaire du film son œuvre et que le propriétaire c'était le fils de Django Reinhardt. Alors on lui a dit, bah, écoutez, on est très heureux que ce soit vous le propriétaire. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas nous. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes le propriétaire de ce film, sachant que jusqu'à maintenant, vous ne saviez même pas qu'il existait? Voilà. Et en gros, il nous a dit à l'époque, c'est à moi, et si vous dites que c'est pas à moi, je viens casser votre vitrine et ça va s'arranger. En gros, voilà, ça c'est un petit peu mal terminé, mais c'est pas grave. Voici Jazz Hot, dont nous sommes désormais les propriétaires, avec Stéphane Grappelli, avec le quintet du Hot Club de France, et ça dure 6 minutes. The evolution of jazz. This orchestra would be horrified at the thought of changing a single note or of suppressing the slightest sigh in this Largo of Handel. Je voudrais remercier Fabien Ruiz, que vous connaissez peut-être, qui est un grand claquetteman et qui est celui qui a appris justement à Bérénice Bejo et à Jean Dujardin à danser des claquettes pour The Artist et qui est à l'origine de la découverte de ce film. Fabien, merci. Voilà, on arrive presque au bout de notre programme de découverte de films 35 mm, tous ces films qui n'auraient jamais survécu si on avait été à l'ère du numérique. Le 35, c'est plus qu'une expérience, c'est la certitude que nos mémoires vont continuer à fonctionner. Il est très difficile d'imaginer un fichier numérique qui, 30 ans après sa création, existe encore ou soit encore lisible. Par contre, une pellicule sur support polyester, le support moderne, dure aux alentours de 1000 ans. Et vous verrez, dans 950 ans, on en reparlera. Mais pas nous. Et donc, le 35 mm est une expérience précieuse. Il est important que des endroits comme ici gardions des capacités de projeter du 35 mm. La collection Lobster, c'est pratiquement 200 000 boîtes de films 35. Donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et dedans, il y a plein de trésors. Il y en a un dont je voulais vous parler pour terminer. C'est, je vous ai évoqué tous ces films perdus et qu'on ne verrait jamais. Je vous ai même évoqué ce film que tout le monde a vu, mais qui n'a jamais existé. Évidemment, vous vous dites, ce type est fou, et vous avez bien raison, mais c'est pas pour ça. Lorsque j'évoquais cette histoire il y a une quinzaine d'années, auprès de Christine Masson, qui est aujourd'hui la grande chroniqueuse cinéma que l'on connaît, avec Laurent Delmas. À l'époque, elle était chroniqueuse chez Pascal Clark, qui avait sur France Inter l'émission de 9 à 10. Elle m'a dit, mais attends, mais c'est incroyable ton histoire, il faut absolument que tu viennes, que tu nous racontes ça. Alors, c'était pareil, c'était un peu comme Trapenard aujourd'hui, il y avait un invité pendant 1 heure. Alors, elle m'a dit, bah, tu viens, tu vas être l'invité de Pascal Clark. Alors bon, j'y vais, je raconte mes histoires, et puis elle me pose plein de questions, et à la fin, elle me dit, bon alors, racontez-nous le film racontez-nous. Et je dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire à peine croyable, mais évidemment, les gens vont appeler. Ils vont dire, mais votre type là qui répondait aux questions de Pascal Clark, il raconte n'importe quoi. Moi, je l'ai vu, le film de Khrouchtchev, puisque je vous dis que je l'ai vu. Voilà. Donc, je raconte l'histoire, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure.
Et évidemment, le standard explose, machin. Ouais, ce film existe, je vous promets, je l'ai vu. Quand? Bah, j'ai vu, mais oui, si, je l'ai vu. Voilà. Et bien, il y a un type qui appelle et qui dit, écoutez, voilà, j'ai vu le film, je sais exactement où, je sais exactement quand, je sais qui l'a tourné, je sais dans quelles conditions. Enfin bref, je sais tout. Si Monsieur Brombert veut m'appeler, qu'il n'hésite pas. Donc, je rappelle ce monsieur, et il me dit, écoutez, voilà, vous avez édité quelques DVD, à l'époque j'éditais des DVD, eh bien, il va falloir m'offrir tel DVD, tel DVD et tel DVD, et je vous dirai mon secret. Avant de terminer mon histoire, je voudrais vous dire que nous avons édité des DVD, et j'en ai amené quelques exemplaires ici. C'est fort, ça, quand même. Hein, c'est super fort. Ça, c'est des petits catalogues, si vous voulez. Regardez, non, mais je vous dis ça, voilà. Je vous montre les trucs qu'on a édités ces derniers temps, puis après, je finis l'histoire, évidemment. Retour de flamme. C'est tout des éditions Lobster. Hein, donc, Lobster Film, voilà. Retour de flamme, c'est 8 DVD avec des courts-métrages ou des documents, dont le Django Reinhardt, dont les Pas de Paul, voilà, donc plein de choses. Et il y en a 16 heures. Donc c'est un truc absolument incroyable. Truc plus récent, House by the River, le film de Fritz Lang, qu'on a sorti cette semaine. Un coffret sur les films retrouvés par hasard comme ça à propos de Paris. Voilà, avec des films en couleur, des films coloriés au pinceau, des machins, des trucs, c'est génial. Je fais mon bonimonteur, j'adore ça. Un bouquin sur le non-sens au cinéma, d'Antoine Anger, trop bien. Anathan, qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort la semaine prochaine. C'est topissime. Sternberg, son dernier film. Trop bien. Film perdu de Jean Gabin. Voilà. La Belle Marinière, 1932, avec Madeleine Renaud et Pierre Blanchard. On l'a retrouvé. Il est malheureusement incomplet, mais c'est tout ce qui reste. À UCLA Film Archive, à Los Angeles. Une tuerie. Voilà. Et Georges Méliès. Il y a là-dedans, ça s'appelle Les Contes merveilleux de Georges Méliès en couleur, ça sort dans 10 jours. Ce ne sont que des films coloriés au pinceau. Et à l'époque, les films étaient bonimentés, ils étaient racontés. Donc là, vous avez des versions restauration, 4K, sublime, etc., avec le boniment, la narration. Donc vous allez voir les films comme ils étaient montrés à l'époque. Et puis surtout, vous avez la possibilité de couper la voix et de raconter vous-même les histoires à vos enfants ou à vos petits-enfants. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Et puis, ah oui, 2 bouquins. Cuisine et cinéma. Tous nos films, on a regardé nos films. Oh, t'as vu ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire un bœuf en daube. Alors voilà, bœuf en daube. Voilà, là, je sais pas, c'est quoi? Les îles flottantes de Robinson Crusoe de Georges Méliès. Îles flottantes. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais elles sont super bonnes. Et puis le dernier truc, voilà, c'est un bouquin qui est sorti la semaine dernière, c'est les plus belles photos de la RKO. Voilà, et ça c'est toutes les photos de tournage de Citizen Kane, de Fred Astaire et Ginger Rogers, etc. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la fin, vous pouvez. Voilà, au revoir. Donc ce monsieur, j'ai bien placé quand même. Ce monsieur me dit, je sais quand il a tourné ça. J'arrive avec les DVD, voilà, et il me dit, mais ça n'a jamais été tourné. Il n'y avait pas de caméraman. Le réalisateur, en fait, c'est Étienne Chatiliez. Ah. Oui. Souvenez-vous, il prend une chaussure, il tape. Vous voulez le voir, le film ? Khrouchtchev. Avec Eram, changez de chaussures comme ça vous plaît. Et voilà.
Donc, si vous savez où trouver des films, si vous avez des films dans votre cave, dans votre grenier, si vous connaissez des gens qui en ont, sachez qu'il reste encore aujourd'hui 50% des films tournés dans l'histoire du cinéma qui ne survivent pas. N'attendez pas, ces films ne se conservent pas, ces films sont dangereux. Vous pouvez venir me voir, allez venir ici plus tard voir le forum qui a une collection importante, allez à la cinémathèque, allez aux archives, mais manifestez-vous, dites-nous, et même si vous pensez que c'est des films qui existent ailleurs, c'est pas grave. Il vaut mieux nous en parler et que ce soit effectivement des films qui existent ailleurs que de laisser disparaître entre vos mains le film de Jean Renoir ou un film de Ozu. Ce serait quand même dommage et ce serait stupide. Voilà. Donc, je reste là. Vous pouvez regarder, jeter un coup d'œil là-dessus. Je ne vous rends pas évidemment. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, parce qu'on m'a dit qu'on pouvait éventuellement poser une ou deux questions, eh ben, je suis à votre disposition. Voilà. Mais c'est pas obligé.